I knew that I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Alors bonjour à tous et à toutes, mon nom est Stéphane Berthomé. Aujourd'hui je reçois Benjamin Bellamy. Benjamin, tu es le fondateur de Adores, qui est une compagnie de monétisation des podcasts. Tu fais partie de Castopod, dont tu es l'un des cofondateurs. Tu es quelqu'un qui est dans l'audio en ligne depuis longtemps. Alors bonjour, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Bonjour. Je suis ravi d'être ici. Parle-nous fais-nous une petite bio rapide, Benjamin, en ce qui te concerne. Et ne cache pas le fait qu'il y a quelqu'un qui truste ton nom sur Google. Oui, j'ai pas mal d'homonymes en fait. J'en ai pas qu'un, j'en ai des dizaines, et dont un Français qui est très très bon coureur de cross. C'est pas moi. Je cours un petit peu, mais pas du tout à son niveau. Donc moi, en fait, ça fait une trentaine d'années que je navigue sur Internet. J'ai pas mal bossé dans l'open source, dans l'e-commerce, et j'ai toujours été passionné de podcast. C'est vraiment un média qui m'a passionné depuis ses tout débuts, parce que c'est pour moi le médium du contenu de niche par excellence. Il y a des podcasts qui parlent absolument de tout, et ça tient, à mon avis, essentiellement au fait que tout le monde, vraiment tout le monde, peut lancer son podcast et le diffuser assez facilement. Et donc nous, cette richesse nous intéressait, et en fait, avec mes associés, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rendre comme service aux podcasteurs pour les aider à diffuser leur contenu et puis à les monétiser. C'est-à-dire diffuser les contenus, ça implique évidemment de trouver des audiences, parce que parler dans le vide, ça peut être une passion, mais en général, on préfère quand même avoir une audience en face. C'est une passion qui devient vite frustrante. Ça dépend. Après, mais oui, en tout cas, en général, on préfère avoir une audience qui écoute. Et il se trouve que avec mes associés, on avait développé une expertise dans la recommandation. Pour la petite histoire, on vendait des livres, des livres papier, sur des très gros catalogues pour lesquels on avait besoin d'être capable d'indexer et de trouver, de recommander des ouvrages. Quand on fait de l'e-commerce sur de la longue traîne, c'est une problématique assez classique. Et donc on s'est dit, faisons de la recommandation, mais sur les podcasts. Et donc c'est comme ça qu'est né Adores. Et donc Adores, son objet principal, c'est de la recommandation publicitaire, c'est-à-dire trouver des contenus publicitaires en rapport avec des podcasts qu'on va écouter. Et est venu assez naturellement le projet Castopod que tu as également évoqué. Donc Castopod est édité par la société Adores. C'est un produit qu'on développe chez Adores. C'est une plateforme d'hébergement, comme il y en a plein d'autres. Tu recevais Acast la semaine dernière, mais en France il y a Ocha, il y a Podcastix, il y a PodCloud. On a un écosystème qui est vraiment très très riche en France, à l'image du podcast. Et nous, ce qu'on a de différent, enfin on va dire une des principales différences, c'est que notre solution est open source, à l'image d'un WordPress pour du contenu texte par exemple. Ouais, c'est bien de clarifier, et en tout cas de donner un exemple comme ça, parce que ça permet de mieux comprendre effectivement. Et quand tu parles d'open source et de solutions de recommandation, là j'entends quand même, et je regarde dans ton parcours, est-ce que tu fais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu fais une sorte de distinguo un peu entre l'univers open source, le podcast dans cet univers-là, et des contenus et des entreprises plus fermées, plus commerciales? Est-ce que tu vois une différence dans les deux univers, ou est-ce que pour toi c'est deux choses totalement complémentaires? Pas vraiment. Pour moi, open source ou pas open source, évidemment, il y a une question de valeur, il y a une question de philosophie, mais derrière, c'est comme la couleur de sa voiture. C'est des modes de fabrication et des modes de pensée qui sont différents, mais qui peuvent servir des objectifs communs. Nous, typiquement, on a des développements qui sont open source, comme notre plateforme d'hébergement, mais on a aussi des développements qui ne le sont pas, comme notre plateforme de recommandation. On utilise des outils open source comme à peu près 100%, je pense, aujourd'hui, des sociétés dans le monde. Tous les serveurs web, aujourd'hui, quasiment, sont en grande majorité open source. On utilise énormément de technologies open source. Et donc, nous, on trouve que c'est
normal de reverser un peu de notre contribution open source à la communauté. Il se trouve que, en plus, en matière d'hébergement de podcast, il y avait des solutions, mais pas... à l'origine, en fait, nous, on cherchait des solutions d'hébergement de podcast open source qui répondent à toute une série de critères et on n'a pas trouvé. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et puis l'open source, ça veut pas dire gratuit, puisque nous, on vend des services d'hébergement sur notre plateforme open source. Et ce qui veut dire que nos clients, s'ils en ont marre de voir notre tête, ils peuvent partir avec leurs données et les programmes et se réhéberger tout seuls. S'ils veulent apporter des modifications, ils peuvent le faire. S'ils veulent traduire, ils peuvent le faire. Ça nous permet aussi, par exemple, de pas avoir à traduire notre application dans toutes les langues qui existent. Aujourd'hui, on a du breton, on a du gallois, on a du chinois, on a des langues où, honnêtement, on serait pas allé naturellement, en tout cas pas dès le début. Ouais, je comprends. Parle-nous, commençons dans le vif du sujet, parce qu'on s'est programmé quelques petits sujets ensemble. Parle-nous de la mesure d'audience et de OP3. Ouais, il se trouve que s'il y a un sujet sur lequel l'open source est, à mon sens, primordial, c'est bien la mesure d'audience. Tu parlais avec Cédric de la norme IAB. Il faut savoir que la norme IAB, elle est ouverte, elle est gratuitement accessible partout sur le site de l'IAB. Ce qui est payant, c'est la certification, où là, l'IAB va fournir un travail de certification. Mais si on veut utiliser la norme et avoir une mesure d'audience comparable à l'IAB, on peut la télécharger et l'appliquer. En gros, c'est ce dont vous parliez, hein, c'est la manière de compter ce qui est un auditeur, une audience. Donc, le téléchargement d'un fichier de moins 30 secondes pendant 24 heures. Ce qui est une véritable révolution, là, on s'entend, parce que même si, d'après ce que j'ai compris, et moi je suis pas un technicien, mais d'après ce que je comprends, on peut surfer un petit peu sur certains des paramètres de l'IAB, ce qui fait que les stats sont pas tout à fait identiques systématiquement, mais il reste que ça fait quand même une grosse différence avec ce qui se fait jusqu'à encore maintenant. Beaucoup, c'est de savoir exactement qu'est-ce que tu as comme téléchargement, parce qu'on parle pas d'écoute, on parle de téléchargement, et de pouvoir comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Et ça, c'est quand même au cœur même pas de la survie, mais de l'évolution du milieu du podcast, non? Oui. Alors, et ta métaphore de pommes et de poires est vraiment très juste, parce que à l'arrivée, ce qui est important, c'est qu'on puisse comparer. Évidemment qu'il va y avoir des erreurs, évidemment que le téléchargement de 30 secondes, il veut pas dire grand-chose dans la mesure où on a assez peu de plateformes qui font du téléchargement progressif, c'est-à-dire qu'en général, mon application, elle va télécharger l'intégralité de l'épisode quand je commence la première seconde. Donc, de facto, tu vas compter un téléchargement. Et voilà. Et du coup, on va comptabiliser plus de 30 secondes et un téléchargement. C'est vachement compliqué, hein. C'est vachement compliqué, hein, ces systèmes de mesure. Tu vois, quand je regarde les statistiques Apple, etc., par exemple, qui est un autre système encore, là, tu regardes des statistiques, j'imagine les gens qui regardent leurs stats et qui disent ouais, j'ai tant d'abonnés, ou j'ai tant de gens qui écoutent mon truc sur Podcast Connect, tu sais, donc l'application de Apple qui permet le site d'Apple qui te permet d'avoir les analytics de ton podcast. Et là, tu te rends compte que Apple te précise quand même que c'est uniquement les gens qui sont connectés via un identifiant aussi, etc. Il y a quand même tout un tas de sous-catégories, de règles, d'exceptions à ces règles qui font que ça reste quand même très complexe, hein. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une norme commune et que la norme IAB, qui aujourd'hui fait foi, hein, parce qu'elle est utilisée par tout le monde, parce qu'elle est libre et gratuite, encore une fois, et que à l'arrivée, la mesure d'audience, elle est souvent intéressante dans un cadre publicitaire, et ce qui nous intéresse, in fine, c'est est-ce que le message publicitaire est bien parvenu aux oreilles de l'auditeur? Mais est-ce que l'auditeur, il était tout seul? Est-ce qu'ils étaient deux? Est-ce qu'il a vraiment écouté? Est-ce qu'il était concentré? Tout ça, on le sait pas. On admet qu'il y a des erreurs. Donc, on peut admettre aussi qu'il y a eu des erreurs dans la mesure parce que le fichier, il a été téléchargé intégralement, alors qu'en fait, je me suis arrêté au bout de 29 secondes. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on puisse comparer et qu'après, on ait des ABAC et des métriques qui permettent de dire
mon CPM, il est de temps. Là où Apple va venir rendre la mesure d'audience un peu moins lisible, c'est que eux ont plus de données. Parce que s'ils ont des utilisateurs connectés, potentiellement, eux, ils peuvent connaître l'âge, le sexe, ils peuvent avoir plein d'infos. Et donc, données qui se gardent bien de partager, d'ailleurs. Voilà, ils peuvent avoir des données supplémentaires. Ce que la mesure de l'IAB n'a pas. Ouais. La mesure de l'IAB, elle a absolument aucune donnée. C'est-à-dire qu'on sait quelle est l'application qui a été utilisée. On connaît l'adresse IP, donc on sait à peu près le pays et la région géographique. On connaît le contenu, évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse. L'heure de la journée, enfin le moment où le podcast a été téléchargé, mais pas au moment où il a été écouté. Et puis c'est tout. Au niveau d'ailleurs RGPD, on a quand même une mesure qui est très 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 facilement compatible RGPD, parce qu'on a suffisamment peu d'infos. On en a quand même pas mal, mais on en a suffisamment peu pour avoir un niveau d'intrusivité très faible. Pour les auditeurs qui sont pas en France, le RGPD, c'est le règlement qui est destiné à protéger les informations personnelles, l'enregistrement, le stockage de ces informations-là. Sachant que le RGPD est valide partout dans tous les pays de l'Union européenne, et que la Californie a le CCPA, le Brésil a le LGPD, et que 5 États américains en 2023 intègrent une réglementation similaire. Une version identique, oui. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Ouais, et qui a priori est amené à se développer. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait venir des heures. Non, on n'ira pas là-dessus déjà. Et on a toujours pas parlé de OP3. Oui, alors allons-y. Parle-moi d'OP3. Donc là où l'IAB propose des services de certification des stats, parce que c'est bien gentil de dire je vous promets que j'ai appliqué les règles de l'IAB, mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc l'IAB fournit un service payant de certification des statistiques aux hébergeurs, qui permet d'apposer un tampon. On a un nouveau système qui s'appelle OP3. On peut le voir sur op3.dev. Qui lui a une approche un petit peu différente. Alors il fonctionne de la même manière que les Chartable, que les PodTrack ou que ces autres systèmes, ou même que l'IAB. C'est-à-dire que il va venir s'intercaler entre l'hébergeur et l'auditeur, et à chaque fois qu'un fichier est accédé, il va comptabiliser un téléchargement. Là où OP3 est radicalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que le système est complètement open source, ce qui nous évidemment nous intéresse. Donc on sait exactement comment ça marche, comment c'est fait, comment ça compte. Et il est aussi open data, c'est-à-dire que toutes les données sont ouvertes. Et ainsi, on peut aller sur le site de op3.dev et voir les statistiques d'écoute des podcasts qui utilisent ce système-là. Alors, il faut évidemment, si on l'utilise pas, en tant que podcasteur, si j'ai pas choisi d'utiliser OP3, j'ai aucune donnée de mon podcast qui seront visibles. Il faut avoir fait la démarche volontaire d'utiliser le service. Et donc le service aujourd'hui est gratuit et ouvert. Et c'est intéressant parce qu'on a un système qui est open source. Et comme il est open data, il joue un rôle de certificateur. C'est pas un certificateur. Il va pas vérifier sur les serveurs qu'on n'a pas triché, mais il joue le rôle à minima de tiers de confiance. Donc aujourd'hui, on a un système centralisé, ouvert, qui permet de comparer et de comparer avec des métriques qui sont communes à tous et un mode de calcul qui reste encore le même sur la manière de compter des téléchargements. Donc on a un système qui, d'après moi, est vraiment amené à se développer et à être utilisé par de nombreux hébergeurs. Et il y a déjà beaucoup d'hébergeurs qui l'utilisent dans le monde. En France, il y a Vodio et PodCloud qui l'utilisent également. Castopod, bien sûr, l'utilise. Quand je dis l'utilise, c'est-à-dire qu'on permet aux podcasteurs de l'utiliser. C'est évidemment pas obligatoire. Ces solutions-là, pour les gens qui font du podcast, qui sont
souvent des amateurs éclairés, qui sont pas toujours des gens qui maîtrisent les techniques d'open source, etc. Ça reste quand même encore assez mystérieux. Hein. Ça reste encore quelque chose qui fait peur. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu le mur là qui est à franchir, le mur technologique qui est encore à franchir dans l'idée des gens qui ont déjà eu à créer un podcast, à savoir enregistrer un podcast, à savoir monter un podcast. Ces solutions-là, elles se simplifient énormément. Les logiciels se simplifient, les solutions de nettoyage de pistes, et tout ce qui est la partie technique du travail de création se simplifie. Et j'ai l'impression que ce volet-là, monétisation, on va en parler, ce volet-là, comptabilisation, il reste encore complexe. Non ? Alors oui et non. Sur le cas particulier d'OP3, on est vraiment au tout début, donc c'est normal que tout le monde ne sache pas que ça existe, que tout le monde ne sache pas s'en servir. Et puis, de toute façon, si son hébergeur l'a pas intégré, c'est assez difficile. Il y a des hébergeurs qui permettent beaucoup de latitude, qui ont expliqué, qui ont sorti des tutoriels pour ajouter OP3 sans avoir sorti une fonctionnalité spécifique. Donc, mais là, on est vraiment dans la veille techno et effectivement, il faut être un amateur ultra éclairé pour aller vers là. Donc, sur OP3, ça va venir, ça va prendre du temps, il va falloir que les hébergeurs, l'intègrent. Alors techniquement, c'est très 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 facile à faire, mais il faut s'assurer que la plateforme, elle plante pas, parce que si ma plateforme d'analytics plante, quelle qu'elle soit, la conséquence directe, c'est que mon podcast est plus accessible à mes auditeurs. Ce qui est un problème assez important et qu'on peut pas négliger. Donc, il est tout à fait normal qu'un hébergeur intègre pas une solution sans avoir fait toute sa due diligence et puis vérifier, est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'ils font des données, est-ce que mes auditeurs sont bien d'accord en matière de RGPD, etc. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que d'un point de vue, j'ai envie de dire presque philosophique, le podcast à l'origine, c'est quand même un média de bidouilleurs, un média open source qui, et heureusement, s'est industrialisé. C'est même popularisé, moi je dirais même popularisé. Complètement, qui a été popularisé, tout à fait. Et dont le contrôle a complètement échappé à ses créateurs initiaux. Et aujourd'hui, et c'est pas forcément une mauvaise chose, ça veut dire que les gens se sont appropriés la techno. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on assiste depuis 2-3 ans à une espèce de reprise en main de ces fondateurs originels pour faire évoluer ce média vers plus d'innovation, ce qu'il avait un peu oublié. Ouais, et tu vas nous en parler, puisque justement t'as parlé à un de ces fondateurs. Avant qu'on aille vers ça, j'aimerais que tu nous parles de la monétisation par la recommandation. Là, c'est un des volets de ce que vous faites, c'est un des volets de ce que tu fais quotidiennement. Pourquoi c'est si important la monétisation par la recommandation? Pourquoi le terme recommandation est si important dans cette approche? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est important. En tout cas, nous, c'est la voie qu'on a choisie. Alors, la publicité à laquelle on est habitué sur les sites internet classiques, en général, c'est de la publicité ciblée, c'est-à-dire qu'on profile un utilisateur et puis, en fonction des sites qu'il a visités sur ces 6 derniers mois, on va lui afficher tel ou tel message publicitaire. C'est l'IAB, encore une fois, qui a défini les règles qui permettent aux plateformes et aux agences de choisir, d'enchérir éventuellement quel message publicitaire va s'afficher. Ce modèle-là, il génère des milliards de chiffres d'affaires par an, donc c'est une vraie industrie, mais elle a plusieurs travers. Déjà, moi, en tant que consommateur, j'en suis pas super fan. Je pense qu'il faut bien financer les contenus, mais c'est pas ce que je préfère en tout cas. Elle devient compliquée avec le RGPD dont on parlait, c'est-à-dire que on peut aujourd'hui en Europe, on ne peut pas profiler un utilisateur sans qu'il ait donné un consentement explicite et éclairé. Du coup, ça devient compliqué. C'est les messages qu'on voit en bas de tous les sites. Acceptez-vous. Et donc, on nous demande notre avis. Mais on voit bien que on nous demande notre avis vachement souvent.
Et que donc, avant le RGPD, on était suivi très souvent. Et donc, cette industrie-là, elle n'existe pas sur le podcast pour une raison très simple, c'est que sur le podcast, il n'y a pas de cookies. On n'a pas de cookies dans les applications de lecture de podcast. Et puis, de toute façon, des applications de lecture de podcast, on en a plein. Donc, on pourrait difficilement imaginer... Enfin, on pourrait, mais... Ce serait trop morcelé. Ouais, on aurait des audiences qui seraient morcelées. Donc déjà, ces technologies-là, y compris retargeting, elles ne fonctionnent pas sur le podcast aujourd'hui. Le podcast, en fait, est le candidat idéal à la publicité contextuelle. Donc la publicité contextuelle, elle part du principe quasiment diamétralement opposé, qui est de dire, plutôt que de choisir l'annonce, la publicité par rapport à l'auditeur ou au lecteur, à la personne qui est en train de la regarder, je vais le faire par rapport au contenu qu'il est en train de consulter. Donc en l'occurrence, c'est un podcast. En fait, si je peux essayer peut-être de le préciser aussi d'un point de vue extérieur, c'est que puisqu'il est quasiment impossible de collecter de l'information sur l'auditeur ou l'auditrice, on a au moins une information qui est valide, c'est de savoir que cet auditeur ou cette auditrice écoute ce contenu-là, le contenu X. Donc finalement, le contenu est la référence de compréhension la plus évidente, la plus valable pour savoir à qui on a affaire. En tout cas, pas forcément à qui on a affaire, mais pour savoir à quel type de public on a affaire. Et donc du coup, pour y intégrer un type de contenu publicitaire qui correspondrait à ce public. Est-ce que je me trompe ? Alors oui et non. En fait, c'est une sorte d'analogie. Il y a deux types de publicité contextuelle. Je caricature, mais il y a la publicité contextuelle pure, c'est-à-dire que j'écoute un podcast qui parle de trous noirs et je vais chercher, par exemple, alors moi j'ai vendu des livres pendant 10 ans, donc c'est un produit que je maîtrise bien, mais par exemple on va proposer des ouvrages qui parlent d'astrophysique ou des choses comme ça. Et puis j'ai une autre manière, et donc là c'est du ciblage contextuel, c'est-à-dire que comme je peux pas cibler l'internaute par rapport à des cookies ou un circuit, je vais essayer de deviner sa catégorie socio-professionnelle, son sexe ou autre par rapport au contenu. Donc s'il est en train d'écouter un podcast, je sais pas moi, sur BTS, je vais me dire un podcast sur BTS, c'est probablement une adolescente de 14 ans. Bon, je dis ça parce que j'en ai une à la maison, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, on peut imaginer faire du profilage comme ça. Ça, c'est intéressant, mais en fait, ça reste quand même imprécis. Là. Pardon, Benjamin, de te couper, mais ça reste imprécis. Le ciblage contextuel, c'est le plan B, en fait. C'est-à-dire que chercher à faire du ciblage ou du profilage classique, je peux pas parce que j'ai pas de cookies, soit parce que je suis dans un environnement où l'utilisateur a refusé le cookie, soit parce que je suis dans un environnement où j'en ai pas, comme le podcast, et donc du coup, je me rabats là-dessus. C'est une solution qui, d'après moi, je me trompe peut-être, mais qui a priori sera toujours un plan B. En revanche, la vraie recommandation contextuelle qui se préoccupe pas de savoir qui est en train d'écouter, mais vraiment uniquement du contenu, en fait, elle a une vraie valeur ajoutée parce que on va pouvoir permettre à l'auditeur d'aller plus loin, d'enrichir son écoute. Et c'est de la publicité, c'est-à-dire que ça permet au créateur d'en tirer un profit. Mais c'est pas un contenu qui va venir gêner ou embêter l'écoute ou la lecture. À la limite, ça, on pourrait très bien imaginer, d'ailleurs c'est même pas l'imaginer, ça arrive. Un créateur de contenu, il peut aller sur une plateforme d'affiliation et puis mettre des liens affiliés vers des ouvrages ou des contenus qui vont venir compléter l'écoute. Ça se fait beaucoup. Ce que nous on fait, c'est qu'on automatise le processus. Il faut savoir que rien qu'en se limitant aux livres, on a des dizaines de millions d'ouvrages qui sont accessibles aujourd'hui assez facilement. Personne connaît tous les ouvrages. Personne connaît de la même manière que on peut dire que le podcast est un média de niche. C'est pareil pour le livre. Il y a des livres de niche et il y en a partout. Et donc nous, ce qu'on va faire en automatisant le processus, c'est qu'on va le systématiser. On va aller chercher des choses qui sont pas forcément connues et on va pouvoir aller faire remonter d'autres contenus. Et également, il y a quand même une grosse problématique, c'est que
je pense qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire là, toi et moi. Non, en effet. Et si moi je te propose, je vais rester sur mon exemple du livre, un ouvrage qui est disponible chez un e-commerçant qui livre que en France, ça va pas t'arranger beaucoup. Non, et ton commerçant non plus. Si l'ouvrage est temporairement ou définitivement indisponible, il faut remettre à jour. Donc il y a quand même une problématique de temporalité, de stock et de géographie. Et puis même, il peut y avoir une problématique toute bête de légalité. De est-ce que ce contenu est légalement disponible là où l'auditeur écoute, où la réglementation n'est pas la même, il y a peut-être des spécificités. Donc c'est là où les outils qu'on développe ont une importance, c'est que on va aller chercher la bonne recommandation au bon endroit, au bon moment. On est en train de travailler, alors aujourd'hui c'est pas encore en service, mais sur tout ce qui est produits culturels, cinéma, théâtre, tourisme, où là on a une très grande volatilité des disponibilités. Et tout ça... En même temps, on a un choix sans limite, quasiment, de recommandations et de liens entre les contenus. Oui, et aujourd'hui... en fait, le lien... là, je parle beaucoup de lien entre podcast et produits publicitaires, mais il y a également... le produit publicitaire peut être un autre podcast, d'ailleurs. Hein. Vous parliez d'échange d'audience. Aujourd'hui, on a, à ma connaissance... quasiment pas de solution d'échange d'audience automatisée sur des problématiques connexes, c'est-à-dire proposer à mes auditeurs d'aller découvrir d'autres contenus, d'autres podcasts qui parlent de sujets connexes aux miens dans la même langue si possible. En général, ça aide. Et là, les nouvelles avancées en termes de transcription automatique sont en train de révolutionner complètement l'écosystème, parce que là où il y a encore un an, la transcription automatique était limitée à un petit nombre d'acteurs parce que ça coûte cher, parce que c'est pas très précis. Aujourd'hui, ça devient rapide, facile, précis et peu coûteux. Et je pense en particulier à OpenAI qui a sorti il y a quelques mois Whisper, qui est un outil qui marche vraiment, vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment très bien ce qu'ils font. Et quand tu parles de transcription automatique, tu parles à la fois des outils de transcription que tu peux utiliser en dehors d'une écoute de podcast, mais tu parles en même temps, si je me trompe pas, du fait qu'il va être possible à court terme ou à moyen terme d'obtenir, comme on le fait par exemple quand on écoute une chanson sur Spotify, le texte de ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Tout à fait. Alors il y a bien deux volets. Il y a la création de la transcription et il y a sa diffusion, c'est-à-dire faire en sorte que la transcription soit visible, soit lisible par les auditeurs. Exact. Donc là, moi, je parlais de transcription comme outil de recommandation parce qu'à partir du moment où on est capable de savoir qu'est-ce qui a été dit dans le podcast, c'est beaucoup plus facile de faire une recommandation que si on s'appuie uniquement sur les métadonnées. Et même si elles sont souvent complètes, elles permettent en général pas de fournir une recommandation précise et pertinente. Donc ça existe depuis longtemps, hein, la génération de transcription. Il y a énormément de sociétés qui sont spécialisées là-dessus. Aujourd'hui, il y a même, je crois que j'ai lu, c'était sur PodNews hier ou avant-hier, RSS.com, qui est un hébergeur qui le fait gratuitement pour tous ses clients. Enfin, gratuitement. En tout cas, il ne facture pas de prestations supplémentaires pour la transcription. Donc, c'est vraiment en train de se généraliser. Et je suis prêt à parier qu'ils utilisent Whisper, d'ailleurs. Donc ça, c'est utile parce que ça permet de toute façon donc de faire de la recommandation, de podcast à podcast ou de la recherche ou même de la découvrabilité. Et pour ce qui est de permettre aux auditeurs d'accéder à la transcription, que ce soit pour de l'accessibilité, que ce soit parce que on maîtrise pas bien la langue du podcast qu'on écoute. Moi, j'écoute pas mal de podcasts en anglais et ça m'arrive de pas tout comprendre. Hein. Et pour ça, les sous-titres, c'est vraiment chouette. Et pouvoir écouter, par exemple, moi, j'ai adoré le Serial et pouvoir écouter un podcast en langue originale avec un sous-titre. C'est vraiment une avancée et alors pour le coup ça fonctionne et ça fonctionne déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que ça existe
il y a 2 prérequis. Il faut que le podcast ait des sous-titres et qu'il les ait générés et qu'il utilise un hébergeur qui permette de mettre des sous-titres. Et il faut que l'utilisateur, l'auditeur, utilise une application d'écoute qui permette également de les lire. C'est quand même techniquement, ça demande, il y a encore des enjeux. Tu vois, je me mets à la place du podcasteur X, Y, grand public qui fait son podcast. C'est très loin de lui encore, tout ça, j'ai l'impression, non? On en est au début, mais ça va très très vite. Parce que on va arriver à ce que tu annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire le podcast 2.0. C'est lui qui permet de rajouter les sous-titres. Il y a 2 ans, ça n'existait pas du tout. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il y a 60-70 applications et services qui sont compatibles. Et aujourd'hui, il y a énormément d'applications qui permettent de voir les sous-titres. Il suffit d'aller sur newpodcastapps.com qui recense tous ces services. Et après, donc il y a la transcription, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la géolocalisation de contenu, l'affichage des intervenants. La gestion de chapitres avec images et liens, tout un tas de fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles. Alors c'est pas sur les plus gros, vous trouverez pas ça sur Spotify, Apple, Google ou Deezer. Parce que c'est vraiment nouveau et puis forcément c'est plus facile pour les plus petits de rajouter des fonctionnalités. Ouais, de devenir plus spécifique, plus original et d'offrir des services. Et d'être plus agile dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités, mais moi je suis prêt à parier que tout le monde va s'y mettre. L'accessibilité, c'est un point important, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et le sous-titrage, la transcription, permet d'améliorer grandement cette accessibilité, mais il y a plein d'autres use cases dont on a parlé. Le SEO en est un aussi. Moi, je suis convaincu que tout le monde finira par s'y mettre. Déjà, chez les hébergeurs, c'est devenu quasiment la norme. Et dans les plateformes d'écoute, ça va le venir à partir du moment où les contenus seront là. Sachant qu'évidemment, il y a un problème de fait de pool, c'est-à-dire que pour qu'un contenu soit visible sur une plateforme d'écoute, il faut qu'il soit chez l'hébergeur. Et si il n'y a pas de plateforme d'écoute qui l'affiche, l'hébergeur va pas nécessairement vouloir investir dessus et le podcasteur générer des transcriptions. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où tout le monde s'y est mis et où on a une chaîne qui fonctionne de bout en bout. Et si vous prenez Podcast Addict, par exemple, mais il y en a plein d'autres, vous pouvez avoir des sous-titres sur énormément de podcasts disponibles aujourd'hui. Moi, je reviens toujours à ça. J'ai l'impression que et tu l'as dit au départ, le podcasting est quelque chose qui a échappé à ses concepteurs de façon très positive, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un truc de bidouilleur qui est devenu un phénomène de société. C'est le schéma classique, hein, ceci dit, de beaucoup de produits qui sont devenus grand public. C'est un peu aussi l'histoire de la radio. Hein. C'est tout ça au départ était très très technique, réservé à certaines personnes et devenu facilement utilisable, bien finalement, le grand public s'en empare. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui avec l'univers du podcast. Et j'ai l'impression que c'est cette étape-là qui manque dans beaucoup de ce que tu viens de nous expliquer. Et je fais en ça le lien avec justement Adam Curry et l'évolution du RSS, le RSS 2.0. Alors là, on continue de faire peur aux gens avec des termes qui peuvent sembler très techniques, mais c'est quand même essentiel parce que on est à la charnière de quelque chose là, non, avec justement cette entre guillemets réécriture du flux RSS. Puis pour être clair avec tout le monde, le flux RSS, on sait ce que c'est le fil RSS, c'est un peu le préfixe de référence de votre podcast, un peu c'est l'adresse web de votre podcast, ce qui vous permet aussi d'avoir des téléchargements, etc. Et ça, c'est en train d'évoluer. Ouais, en fait, le RSS, que je sois podcasteur ou amateur de podcast, il a absolument aucune importance parce que je le vois jamais. Donc c'est un fichier qui est disponible à une adresse internet qu'on peut voir si on utilise Firefox ou Chrome. On peut aller regarder le fichier RSS du podcast. Il contient la liste des fichiers MP3 du podcast et puis les métadonnées de titres, etc. Mais moi, en tant qu'auditeur ou en tant que podcasteur, il a
absolument aucun intérêt pour moi. Le seul intérêt qu'il a, c'est qu'il existe. Et c'est très 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 important que le RSS existe parce que c'est lui qui est le point de contact entre le créateur de contenu, c'est-à-dire le podcasteur, et les plateformes d'écoute, donc les auditeurs. Et comme on a un point de contact, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir pour un podcast plusieurs plateformes d'écoute ou pour une plateforme d'écoute plusieurs plateformes d'hébergement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le podcast est décentralisé, c'est-à-dire que moi en tant que podcasteur, je peux choisir mon hébergeur et moi en tant qu'auditeur, je peux choisir ma plateforme d'écoute et on va tous pouvoir écouter les mêmes contenus ou en tout cas beaucoup de contenus commun. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le podcast, à mon sens, et a une telle richesse, c'est qu'il n'y a pas un podcast, il n'y a pas un écosystème, il n'y a pas un silo fermé du podcast, il y a une multitude d'acteurs, il y a des gros, il y a des petits, il y en a ils ont tous leurs spécificités et donc le RSS est le langage commun à tout ça, à toutes ces plateformes et à tous ces acteurs. Donc c'est un langage technique, mais son existence est très importante. Le problème qu'on a vu, c'est que les gens qui ont inventé le podcast il y a plus de 20 ans maintenant, d'un point de vue technique, donc en gros ils ont dit un podcast c'est un fichier RSS avec un média, un MP3 à l'intérieur. Le concept a été repris et porté par Apple, parce que c'est quand même Apple qui, pendant plus de 10 ans, a maintenu le podcast en maintenant un index accessible plus ou moins librement en lecture, en écriture à tout le monde, en faisant la promotion du podcast, mais en n'apportant aucune innovation technologique, puisque le podcast d'il y a, on va dire, il y a 3 ans et le podcast d'il y a 20 ans, c'est exactement le même d'un point de vue technique. Alors que des évolutions dans l'industrie informatique et sur Internet, il y en a eu quelques majeures depuis. Comment t'expliques ça que Apple n'est pas... ils n'ont pas vu l'intérêt de le faire ? Je pense qu'ils n'avaient pas de modèle économique et que du coup, ils n'avaient pas d'intérêt économique à faire évoluer la chose. Et puis, ça a marché, quoi. Donc, voilà, ils ont tiré, à part peut-être vendre des iPods, mais ils ont tiré aucun profit du podcast pendant cette dizaine d'années. Et moi, je leur en sais gré. Le podcast serait sûrement pas là aujourd'hui si Apple l'avait pas fait vivre pendant toutes ces années. Mais ils ont apporté aucune innovation technologique. Et c'est là où Adam Curry, que tu citais, qui était un des acteurs majeurs du podcast à ses débuts, est revenu sur le devant de la scène il y a 3 ans en disant on va pas demander à Apple de rajouter des fonctionnalités parce que ils le feront jamais. Donc nous on va le faire et on va dire on va rajouter des transcriptions, on va rajouter de la géolocalisation, on va rajouter des plateformes de financement et de tipping, on va rajouter ce que les gens veulent. Et donc ils ont lancé, je dis il au pluriel parce qu'il a fait ça avec Dave Jones, qui est son acolyte qui gère toute la partie technique. Et donc, ils ont lancé un mouvement qui s'appelle Podcasting 2.0, qui permet à tout le monde de venir et dire moi, j'aimerais bien que sur les podcasts, il y ait telle fonctionnalité et qu'on rajoute ça dans le flux RSS. Et si on est suffisamment nombreux et si on arrive à emmener avec nous des hébergeurs, des plateformes d'écoute, des index et tous les gens qui sont passionnés de podcasts, ça a une chance de fonctionner. Et honnêtement, donc ça c'était à l'été 2020, moi je suis tombé dessus vraiment par hasard, j'ai dit c'est super, ça serait vraiment bien si ça fonctionnait, j'y croyais pas vraiment parce que il faut que tout le monde avance en même temps. Et au bout de 6 mois, on avait déjà des applications qui permettaient de répondre à tout ce qui avait été fait de bout en bout. On avait résolu le problème d'œuf et de poule en moins de 6 mois et j'étais le premier surpris, heureusement surpris, mais j'étais le premier surpris. Benjamin, j'essaye de clarifier les choses pour les néophytes, là, les non-techno qui sont quand même nombreux dans l'univers du podcast. Ces modifications qui vont intervenir ou qui interviennent ou qui sont déjà intervenues, parce que certaines sont déjà intervenues dans la construction du flux RSS, dans la structure même du flux RSS, je me trompe pas, on parle bien de ça. Oui, c'est ça. Ces modifications-là, pour le néophyte, elles sont incompréhensibles, en tout cas elles sont invisibles. Comment elles vont se matérialiser chez les hébergeurs, chez
les diffuseurs? Comment, c'est quoi la prochaine étape? Parce que ce que tu nous expliques, c'est que finalement, dans le cœur même du flux RSS, qui était finalement d'une grande simplicité, parce que très ancien, et parce que pas évolué, on avait une sorte de noyau dur qui permettait d'aller écouter des podcasts et de les télécharger. En gros, c'était ça. Là, aujourd'hui, on parle de monétisation, d'options de transcription, de toutes sortes de possibilités nouvelles. Mais comment ça va se traduire encore une fois, pour les néophytes? Alors, deux choses. Déjà, en préambule, toutes ces modifications-là, elles sont rétro-compatibles avec les applications qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que si moi, je vais chez un hébergeur qui intègre ces nouvelles fonctionnalités, par exemple, au hasard, chez Castopod. Au hasard. Et ben, mon podcast, complètement au hasard, et ben, mon podcast, il sera évidemment visible chez Apple, Spotify, Deezer, Google et toutes les autres. De manière totalement transparente. La seule chose, c'est que si ces plateformes n'intègrent pas, elles, à l'autre bout de la chaîne, les fonctionnalités de transcription, de géolocalisation, etc., eh ben, je pourrais pas, moi, en tant qu'auditeur, en profiter. Après, d'un point de vue très concret, ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur, hein. Et Podcasting 2.0, ça parle d'expérience utilisateur, hein. L'objectif, c'est rien d'autre que améliorer l'expérience des utilisateurs. C'est-à-dire que si je vais reparler de Podcast Addicts parce que c'est une des applications que j'utilise assez souvent. Et ben, quand je vais sur un podcast qui est compatible Podcast 2.0 avec des transcriptions, ben, je vais avoir les sous-titres qui apparaissent sans que j'ai rien à faire. Je vais avoir le nom des intervenants avec leur rôle. Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est un invité? Est-ce que c'est l'ingénieur son? Je vais avoir tout un tas d'informations. Je vais avoir un lien cliquable pour aller sur mon Tipeee, par exemple, ou le Tipeee du podcasteur. Je vais avoir toutes ces informations-là directement accessibles. Je vais même, alors je me considère pas du tout comme un crypto-bro, mais je vais même pouvoir payer par crypto-monnaie en tant qu'auditeur. Et il y a aujourd'hui des podcasteurs qui arrivent à vivre sur ces plateformes parce qu'ils reçoivent du Bitcoin quand les auditeurs écoutent leur podcast. Je suis pas convaincu que c'est ce qui va faire que le système fonctionne et que c'est pas la fonctionnalité que je mettrais le plus en avant en tout cas. Mais ce qui est important de dire, c'est que aujourd'hui, on a une communauté ouverte à tous qui permet de développer des nouvelles fonctionnalités et que ça marche. Et que ça existe, et que ça marche, donc ça marche aujourd'hui, ça fonctionne. Ouais, mais je vais me faire l'avocat du diable, ça existe quand même pour une infime minorité, à partir du moment où ça passe par le filtre, ou l'entonnoir, appelle ça comme tu veux, des grands diffuseurs comme Apple Podcast, parce que on s'entend qu'aujourd'hui, la diffusion de podcasts, c'est quoi, 80% Apple, Spotify? 85%, 90%, combien? En francophonie, on est au moins à 80%. Donc, et comme en même temps un des moteurs, le moteur le plus, disons, le plus dynamique de l'industrie du podcast, ce sont les créateurs en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui manque pour que cette dynamique-là fasse un effet boule de neige réel. J'ai l'impression que d'un côté, il y a des gens qui s'activent pour justement à faire avancer cette technologie, et c'est peut-être un phénomène tout à fait normal, qu'il y a des gens qui s'activent pour faire avancer cette technologie, mais qu'au bout de la chaîne, les vrais utilisateurs potentiels de cette technologie ne le voient pas ou ne savent pas l'utiliser, parce qu'entre les deux, les gros intervenants, les gros joueurs, eux, ils jouent pas la game. Oui, bien sûr, tu as complètement raison. Alors, je sais pas si on peut dire qu'ils jouent pas le jeu, mais il est clair que on est sur des technologies qui en sont au début, qui sont pas balbutiantes, mais en tout cas, on est au début d'une révolution. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, on a... ça dépend comment on compte, mais on a à peu près 4 millions de podcasts disponibles dans le monde, et on en a plus chaque jour. Et typiquement... Ils vont pas être transcrits tous du jour au lendemain. Ils vont pas tous changer d'hébergeur du jour au lendemain. Donc, c'est sûr que ça va prendre du temps. Maintenant, je partage pas tout à fait ton opinion quand tu dis que Apple plus Spotify, c'est 80%. Parce que si on regarde pas si longtemps que ça en arrière, Apple, c'était quasiment 100%. Et je dis pas que demain, ils vont tomber à 25%.
Mais du fait que le podcast soit décentralisé et que on peut choisir en tant que podcasteur et en tant qu'auditeur où est-ce qu'on va écouter, où est-ce qu'on va publier, on a une réelle liberté. Typiquement qu'on n'a plus aujourd'hui sur Internet, sur de la vidéo. Aujourd'hui, si tu veux faire de la vidéo sur Internet, t'as pas beaucoup le choix. Et malheureusement, ça bride énormément la créativité et la multiplicité des types de contenus. Il y a personne qui, sur le podcast, va interdire de dire des gros mots. C'est pas possible. C'est pas possible techniquement. Tu fais référence au fait que YouTube est tenté de gérer un peu le laisser-aller verbal de nos podcasteurs, de nos YouTubeurs français. Oui, peut-être. Ce qui n'a pas fonctionné, il faut le dire. Non, mais ceci dit, la liberté est encore entre guillemets gagnée, si on peut parler de gain de liberté là-dessus. Mais ça n'a pas tout à fait fonctionné, puisque d'après ce que j'ai compris, YouTube a fait un petit peu marche arrière en disant bon, ok, les Français, vous avez le droit de dire des gros mots, c'est culturel. Si j'ai bien compris l'histoire, c'est à peu près ça. Mais c'est quand même c'est quand même un vrai problème qu'on puisse en arriver là. Sur le podcast, on ne peut pas en arriver là. C'est impossible. On peut pas dire, vous n'avez pas le droit de dire des gros mots. Ouais, on pourrait d'une certaine façon. On pourrait en arriver là d'une certaine façon. Mais admettons que par exemple Apple sur des signalements fasse du bannissement, des choses comme ça. Ça peut se faire. Alors, évidemment, si je publie des contenus qui ont un caractère illégal, qui enfreignent la loi, moi, en tant que hébergeur ou en tant que créateur de contenu, j'ai une responsabilité juridique sur les contenus que je crée. Donc après, c'est à moi d'assumer. Là, je parle pas de ça. Dire des gros mots, ça a jamais été illégal. Et le problème, c'est bien ça. Hein, c'est l'uniformisation des contenus. Je pourrais toujours trouver un hébergeur qui acceptera de m'héberger mes contenus de mon podcast. Et je pourrais toujours le diffuser sur plein de plateformes. Alors, évidemment, peut-être que Apple va le refuser, et ça arrive. Apple refuse et déréférence des podcasts. Et pas que pour des raisons légales, pour des raisons qui tiennent à leurs conditions d'utilisation, à leurs propres choix. Et à la limite, c'est pas du tout un problème. Ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux. C'est leur plateforme, après tout. Hein. La problématique, c'est quand on se retrouve sur une plateforme qui a un quasi-monopole. Ouais. Et c'est là où ça bride vraiment la créativité. On est d'accord. J'ai aucun problème à ce que Apple interdise les gros mots s'ils veulent. C'est pas un souci. En revanche, il faut que j'ai des alternatives. Et sur le podcast, aujourd'hui, j'ai des alternatives. J'en ai beaucoup. Et il ne tient finalement qu'aux podcasteurs d'inciter leurs audiences à aller ailleurs que chez Apple Podcast ou à multiplier les plateformes d'écoute ou à dire utilisez celle-là ou celle que vous voulez. Parce que à l'arrivée, c'est juste ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est juste ça. Pour finir un peu sur ce sujet-là et justement pour regrouper un peu toutes ces discussions, du coup, c'est quoi l'avenir du podcasting? Parce que tu parles d'un média de niche et quand on parle d'un média de niche, certains y voient quelque chose de péjoratif qui veut dire qu'il va rester petit. En fait, je comprends, c'est que c'est un média qui permet d'avoir des contenus très spécifiques, ce qui veut pas dire qu'ils soient petits. Ouais, je dis pas que c'est un média de niche. Je dis que c'est par excellence le média des contenus de niche. C'est-à-dire que si j'ai des contenus de niche, c'est pas la même chose. C'est là où je vais pouvoir m'exprimer le plus facilement parce que j'ai des hébergeurs gratuits, je peux faire un podcast hebdomadaire quotidien pendant 10 ans où je peux faire 3 épisodes et puis m'arrêter. J'ai une liberté qui est totale. Qui est vraiment totale. J'ai pas de plateforme en silo qui va venir m'imposer des guidelines non, je fais vraiment ce que je veux. Je peux enregistrer avec un micro tout pourri, je peux enregistrer avec le micro de mon téléphone et ça marche très bien. Je peux parler de ce que je veux, je peux inviter des potes, je peux vraiment faire plein de choses. C'est vraiment
Alors peut-être qu'il faudrait plus parler du média de la créativité, mais c'est ce qui fait que, à l'arrivée, quand la créativité s'exprime, on arrive à parler de sujets qui peuvent être saugrenus ou très mainstream, et on a de tout. Et donc on a une très très longue traîne. Et justement, cette longue traîne là, ou en tout cas ce marché, comment tu le vois évoluer? Qu'est-ce que tu pourrais nous prédire là sur les 10 prochaines années? Allez, qu'est-ce que tu nous dis sur les 10 prochaines années quand tu vois justement toutes ces évolutions technologiques profondes là, en creux dans les fondamentaux même du podcasting? Alors pour moi, les enjeux du podcasting dans les prochaines années, c'est vraiment la découvrabilité. Et ça tient aussi malheureusement au fait de ce qu'Apple en a fait pendant des années. C'est-à-dire que Apple, il y a un top 200 chez Apple. Et le top 200, si je publie pas très régulièrement des contenus, je disparais. Au bout d'un mois, je suis plus là. Ça revient à un libraire qui mettrait à la remise tous les ouvrages dont les auteurs n'ont pas publié semaine après semaine. Quand on y pense, c'est un côté assez idiot quand même. Parce qu'il y a des podcasts qui sont anciens, qui n'ont pas forcément publié 250 épisodes et qui peuvent être d'excellente qualité. Mais ils sont perdus. Et ils sont perdus à jamais. Et ils sont mal indexés. Alors ils sont mal indexés par Apple parce que Apple a jamais été très fort pour faire des moteurs de recherche. Et que pendant très longtemps, l'index d'Apple était le seul. Mais justement, Podcasting 2.0 a un projet qui s'appelle podcastindex.org qui référence 4 millions de podcasts librement accessibles. C'est-à-dire que la base de données, c'est de l'open data. La base de données est téléchargeable d'un clic en intégralité. Et j'ai accès aux 4 millions de podcasts qui sont accessibles aujourd'hui sur Internet. Et 3 926 000 podcasts. 3 926 858 à la date d'aujourd'hui. Ouais. En fait, on était un tout petit peu au-dessus de 4 millions et Dave Jones a fait un petit peu de ménage récemment. Donc il est retombé sous les 4 millions, mais il va repasser au-dessus assez rapidement. D'ailleurs, parmi ces presque 4 millions de podcasts, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le podcast 2.0, il y a 1,5 million de podcasts aujourd'hui qui suivent la norme podcast 2.0, ce qui est énorme parce que 4 millions, on parle de 4 millions depuis que le podcast existe, donc depuis 20 ans. Donc 1,5 million, c'est assez gigantesque. En tout cas, moi, ça m'émerveille, honnêtement. Je trouve ça incroyable d'être arrivé là aussi vite. Et donc, ce que je disais, c'est que oui, la découvrabilité, c'est un enjeu majeur et faire en sorte qu'on puisse accéder à n'importe quel podcast, même si il a 10 ans, et pouvoir l'écouter et pouvoir naviguer de podcast en podcast. Et ça, c'est le deuxième enjeu, c'est que Internet, depuis les années fin 90, début 2000, s'est construit sur les liens. Et Google a construit son index et son Google Rank, son PageRank, sur le fait que des sites étaient bien référencés par d'autres. Et ça, sur le podcast, ça n'existe pas. On a aujourd'hui pas de moyen de faire un lien de podcast à podcast. On peut parler d'un podcast à l'intérieur d'un autre, mais ça, personne ne le sait. En tout cas, les machines ne peuvent pas l'indexer. Et ça, pour moi, c'est le deuxième enjeu majeur, c'est être capable d'avoir un web sémantique avec des liens de podcast à podcast demain pour pouvoir tisser un vrai réseau au sein des podcasts. Et ça fait partie des propositions que nous, on a formulées au sein de Podcasting 2.0. C'est la possibilité dans les flux RSS de mettre des liens de podcast à podcast en disant je vous recommande tel contenu parce que c'est de la pub, parce que c'est un pote, parce qu'il m'a aidé, parce que je m'en suis inspiré. Et ainsi améliorer ou voire même créer la découvrabilité, parce que la découvrabilité du podcast aujourd'hui, elle se résume quand même 9 fois sur 10 j'ai entendu un super podcast, tu devrais l'écouter. La vraie recommandation, la recommandation humaine. C'est la seule qui fonctionne aujourd'hui, faut pas se leurrer. La recommandation automatique ou par moteur de recherche, aujourd'hui, c'est vraiment ultra minoritaire. Et ça, je pense que c'est vraiment amené à se développer et à changer dans les années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, on a les outils. Je parlais tout à l'heure de transcription automatique. Je pense que ça va énormément accélérer les choses. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer là en ce moment et qui va venir pour tous les utilisateurs dans les mois et les années qui viennent. Et alors, ce marché-là, comment tu le vois, toi? Est-ce que tu
Tu penses qu'on est au tout début de la vague du podcasting? On est au milieu? On est où si on doit regarder ça? Alors, je pense que ça dépend énormément des pays. Et par exemple en France où on a, je crois, c'est 60% des Français qui écoutent quotidiennement la radio, et on voit à contrario qu'on regarde de moins en moins la télé et qu'on regarde de plus en plus de contenu délinéarisé. Donc je pense que mécaniquement, on va de moins en moins écouter de contenu linéaire, de radio ou autre, et écouter de plus en plus de podcasts. Ça s'appellera peut-être pas podcast, ça sera peut-être pas toujours des flux RSS, ça sera peut-être d'autres choses, mais clairement, je pense que l'avenir, il est là. Et que, en ce sens, on est au début. On est vraiment au tout début. Et que on ne sait pas quelle forme ça aura, mais que ça va forcément croître. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le podcast, c'est aussi un média d'amateur, et que ça va le rester, et que je fais pas forcément un podcast parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Je fais pas forcément un podcast pour devenir riche et célèbre, mais je fais peut-être un podcast juste parce que j'ai envie de partager ma passion. Et ça existera aussi toujours. Et donc, il va y avoir assez naturellement un podcast pro qui va prendre de l'ampleur, et en particulier en termes de chiffre d'affaires, et un podcast amateur de notre côté qui va aussi prendre énormément d'ampleur. En revanche, en termes de chiffre d'affaires, il a pas forcément de raison de croître, et on a beaucoup de podcasts qui resteront toujours gratuits, sans publicité, et c'est très bien comme ça, et il n'y a pas de raison que ça change. Oui, et puis ça, c'est un point que tu amènes qui est vachement intéressant et qu'on entend peu souvent, c'est de distinguer, sans jugement, mais de distinguer les marchés, parce qu'on entend beaucoup et on lit beaucoup l'industrie du podcast, le marché du podcast. Au fond, il y a l'industrie, il y a des marchés, il y a des grandes filières de podcast. Tu parlais de livres, on peut parler de peinture aussi, on peut parler de tous les arts, parce que le podcast est une activité créative dans les arts en général, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture. Tu as une industrie professionnelle qui crée un marché financier important avec la publicité, etc. Puis derrière ça, tu as tout le lot des amateurs, plus ou moins éclairés, qui en ont fait une activité secondaire ou une grande partie de leur vie, qui sont des passionnés et qui constituent aussi une partie de cet univers-là. Mais c'est ça, l'univers du podcasting. C'est à la fois tous les amateurs qui en font de temps en temps, qui font un épisode le dimanche, et en même temps les grosses maisons de production qui se décident à lancer des projets à 300, 400 000 la série, ce qui n'est pas encore très très commun, mais qui commence à se faire. J'aime bien cette distinction que tu fais là, parce que je la trouve très juste au fond dans l'analyse du marché. Oui, et on a des amateurs de podcasts qui sont prêts à payer un hébergement, parce que de la même manière que je suis prêt à, si ma passion c'est le golf, je suis prêt à payer pour faire du golf, et il y a des gens qui sont prêts à payer pour faire du podcast parce que c'est leur passion. Il y a vraiment tout type de profil, et c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'hébergeurs. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hébergeurs de podcasts sur le marché? Parce qu'il y a énormément de profils de podcasteurs différents, et il n'y a pas trop d'hébergeurs. Il y en a beaucoup, et c'est très bien comme ça. Oui, puis il n'y aura jamais trop d'hébergeurs, compte tenu du fait que l'hébergeur est finalement un point de rencontre pour les diffuseurs. Donc c'est pas problématique d'avoir plusieurs hébergeurs. Ça pose pas il y a pas d'enjeu là-dessus sur le marché. Non, tant que le média reste ouvert et décentralisé, ça pose aucun problème technique, et tout le monde y trouve son compte. Est-ce que tu crois, dernière question, et après je vais te laisser, est-ce que tu crois que, comme pour YouTube, tu faisais référence tout à l'heure à YouTube et au fait que YouTube est devenu maintenant incontournable, et que effectivement les créateurs de contenu vidéo ont plus le choix. D'ailleurs, YouTube s'intéresse au podcast, hein, tu le sais. Ils développent ils ont des tentatives de développer des solutions purement audio. Mais est-ce que tu crois que, comme pour YouTube, on est en train en ce moment de vivre la période où justement tous ces amateurs éclairés, tous ces gens qui ont fait du podcast, des fois avec le téléphone, avec des moyens de bidouillage très très légers, il y a une sélection qui se fait sur la qualité du contenu. On l'a vu on l'a vu sur la vidéo, sur le phénomène de la vidéo, comment le public à un moment donné s'est accroché à des contenus de qualité, des visuels de qualité, de la réalisation. Comment YouTube est maintenant à l'extrême devenu un média formaté. Est-ce que tu crois que dans l'univers du podcast,
on ira vers ce genre de choses? Est-ce que tu crois que la qualité audio, qu'il va y avoir un formatage aussi dans la façon de faire du podcasting? Alors moi je pense pas du tout. Je pense que le podcast va rester un écosystème ouvert et qu'il y aura toujours des podcasts bordéliques et des podcasts très qualitatifs. Et que si YouTube se lance sur le podcast, ben moi je trouve que c'est très bien, hein, parce que ça prouve qu'il y a un vrai intérêt et que on est en plein essor. Tant que YouTube est pas le seul à faire du podcast. Si demain j'ai plus le choix que de passer par YouTube pour faire du podcast, là effectivement ça sera un gros problème. Je vois pas trop comment ça serait possible. On a vu que Facebook avait essayé. Facebook c'est quand même le royaume fermé par excellence. Et puis ils ont arrêté. Je connais pas du tout les raisons. Mais je vois pas trop comment Facebook pouvait appliquer les recettes qu'il avait l'habitude d'appliquer sur le podcast. Je suis un peu circonspect de la même manière pour YouTube, mais voyons ce qu'ils ont à proposer. Et puis quand un concurrent arrive sur un marché, en général, ça tire tout le monde vers le haut, hein. C'est ce qu'on essaye tous de faire et je pense que c'est très très bien. Eh ben écoute, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu ajouter? Question, tu veux nous parler du podcast? Je vois que comme on est en vidéo en même temps qu'on se parle, Benjamin me présente le Podcast Magazine. Alors, on parle tous de ça et je me fais souvent dire, oui, mais vous parlez trop du Podcast Magazine. Tu veux nous parler de l'article et de l'entrevue que tu as fait dans Podcast Magazine? C'est avec grand plaisir que je te donne le micro pour en parler, parce que, et je le redis encore une fois, je l'ai dit dans le dernier épisode avec Philippe et avec Bruno Guglielminetti, pour moi, le Podcast Magazine, c'est vraiment quelque chose de très important dans cet univers qui nous passionne et qui nous tient tous à cœur. Et je crois que c'est bien de le soutenir, il faut le soutenir. Alors, je sais que tu as fait un article, parle-nous de cet article et après, on va se laisser. Je voulais juste apporter ma contribution à Podcast Magazine. C'est 196 pages en français qui parlent de podcast. Il y a énormément de contenu, hein, on en a vraiment pour son argent. Et si vous êtes intéressé justement par la révolution podcasting 2.0, sachez que j'ai eu la chance d'interviewer Adam Curry et Dave Jones et que cette interview est retranscrite en français dans le numéro 2 de Podcast Magazine. Et dis-moi si je me trompe, mais une interview de ces deux-là, ça n'existe pas quasiment. Alors en français, non. En français, non, je pense pas que ça existe. Mais c'est surtout que moi, il y avait des questions que j'avais à leur poser et dont j'avais pas les réponses. En particulier, le coup de fil de Steve Jobs. Mais j'avais entendu parler d'un coup de fil de Steve Jobs à Adam Curry et puis personne lui reposait jamais la question. Je trouvais cette histoire incroyable. Et donc, il y avait des questions comme ça que j'avais envie de leur poser et ils se sont prêtés au jeu et c'était très sympa de leur part. Voilà. Et donc en français, oui, je pense que c'est une première. Bon, écoute, c'est extraordinaire. On va inviter les gens à aller lire le Podcast Magazine. Oui, puis on le fait pas parce que on est des amis ou parce que on a une quelconque rétribution, mais parce que on y croit, parce qu'on pense que le Podcast Magazine, comme beaucoup d'autres initiatives, fait partie des bonnes choses de l'univers du podcast. Alors, sur ce, mon cher Benjamin, on va se laisser. Je fais ma petite annonce finale du podcast en vous disant que c'est une production GoScript Media, que cet épisode est réalisé par moi-même, que la musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de BAM Music. Je remercie notre partenaire Eddy Sound. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Bruno et Philippe. Benjamin, je te remercie encore pour cette entrevue. Je pense qu'il y en a qui vont devoir l'écouter une ou deux fois parce que d'un point de vue technique, des fois, c'est assez perché, mais on gardera ça en mémoire et dans quelques années, on le réécoutera et on se dira il y avait des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup Benjamin, c'était vraiment chouette de passer ce moment avec toi. Merci à toi. Salut. Merci. Je te dis à bientôt. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous avez pensé de cet épisode. Écoutez-le, recommandez-le. Je vous dis à la semaine prochaine et que l'audio soit avec vous. I knew it, I had to go. So give me a sign, baby.
side. Move a little faster.